Bonjour et bienvenue au coin du feu, moi c'est Cook et je suis comme d'habitude avec mon ami Ethno. Salut. Tout simplement commencer ce nouvel épisode des Annales d'Opale. On parle pas du temps qu'il fait aujourd'hui alors. Ah bah non, moi j'étais vraiment parti, tu vois, c'est bon, on a assez fait. Bille en tête. On commence à être un peu connu sur Facebook, voilà, faut avoir l'air professionnel. Voilà, exactement. On fera le bulletin météo plus tard. En plus là il fait juste noir puisque la nuit tombe, donc bon, finalement à quoi exactement. Bon, donc, comme je disais, on va démarrer cet épisode de manière tout à fait classique. Du coup je vais commencer avec les news. Ouais, je te laisse attaquer alors. Avec un gros morceau quand même, puisqu'on va parler des World Fantasy Awards 2020. Un gros morceau, ouais. Donc comme d'habitude, je fais un petit historique de ce prix prestigieux. Vous allez voir pourquoi je dis prestigieux. Donc c'est un prix qui a été créé en 1975. C'est un prix américain, hein, enfin anglo-saxon pour tout du moins, mais il me semble que c'est américain. Il récompense des œuvres de fantasy dans plusieurs catégories, donc des catégories assez classiques puisqu'on a le roman court, la nouvelle, le recueil de nouvelles et l'anthologie. On a également une 6e catégorie, qui est la catégorie grand maître, qui récompense en fait un écrivain pour toute sa carrière. Donc, je vais vous citer quelques noms de personnes qui ont obtenu l'un de ces prix, vous allez vite comprendre qui peut prétendre être un grand maître. Jusqu'en 2015, les vainqueurs recevaient une statue de Howard Phillips Lovecraft, mais en fait, compte tenu des propos racistes que l'auteur a tenus dans ses correspondances, il a été décidé de changer le trophée, ce qui peut largement se comprendre. Hein. Clairement, ouais. Disons que le monde a changé depuis, pas forcément que pour le mal. Donc dans les personnalités qui ont remporté ce prix, on peut retrouver Fritz Leiber, Ray Bradbury, Michael Moorcock, Stephen King, Ursula Le Guin, Terry Pratchett, etc., etc. que des petits noms, quoi. C'est ça. Alors, certains d'entre eux ont été nommés que dans une catégorie, mais je crois que pour ceux que je viens de citer, la plupart ont été aussi récompensés en tant que grand maître, évidemment. Alors, cette année, c'est tout en anglais, hein, donc excusez-moi pour l'accent qui va suivre. Oula. Les vainqueurs sont, pour le roman, donc c'est les récompenses qui ont été données cette semaine, hein, c'est tout frais. C'est tout frais, ouais. Voilà, ça a quelques jours. Toujours sur l'actu, quoi. Ah, toujours. Donc en roman, on a Queen of the Conquered par Cassen Callender. Roman court, on a Silver in the Wood par Emily Tesh. En nouvelle, on a Read After Burning par Maria Davana Headley. En recueil, Song for the Unraveling of the World par Brian Evenson. Anthologie, New Sons, Original Speculative Fiction by People of Color par Nissi Scholl, donc c'est l'éditrice. Et ont été récompensés en tant que grands maîtres Karen Joy Fowler et Rowena Morrill. Et c'est là que je me suis dit, je suis pas au courant de tout ce qui se fait en fantasy, puisque je connais pas les deux grands maîtres qui ont été nominés. Figure-toi que moi non plus. Alors ce que je trouve intéressant par contre, sans connaître forcément les œuvres qui ont été sélectionnées, ni même spécifiquement les auteurs, on a quand même beaucoup de femmes qui ont été récompensées cette année. Ça vient un peu contredire le stéréotype que se traînent les littératures de l'imaginaire, peut-être plus la science-fiction, mais la fantasy aussi, que ce sont des genres essentiellement masculins, puisque là on a quand même, sans compter les grands maîtres, au moins 4 nominées féminines, il me semble, si je suis encore compté. Et il y a un autre élément qui m'a un peu sauté aux yeux, qui est plutôt intéressant. Du coup, c'est l'anthologie. Alors je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire précisément de quoi ça parle, mais je trouve ça intéressant que ce soit basé sur, à mon avis, alors soit le point de vue des personnes racisées dans la fantasy ou la science-fiction, donc là c'est la fantasy, ou alors est-ce que c'est une analyse des personnages, une analyse de personnages dans les œuvres. Ça je serais pas vous dire, mais dans tous les cas il y a un focus qui est fait à ce niveau-là, il serait temps quelque part. Après, c'est vrai que ce qui est toujours un peu compliqué dans ce genre de littérature, c'est qu'on a assez souvent des points de vue, un rapport à l'autre qui se fait entre des races différentes. Tout simplement, les nains, les elfes, les humains sont pas faits pareil. Mais c'est assez frappant de voir quand même à quel point, si on prend, je sais pas, les elfes chez Tolkien, il y a quand même, a priori, ils sont tous blancs, ils sont plutôt à l'occidental, on va dire. C'est vrai qu'il n'y a pas d'elfe noir chez lui.
Bah, il y en a, mais c'est plus par rapport à... La différence se fait pas de la même manière que dans notre société à nous. Donc ça peut pas être une métaphore qui sert d'analyse, je sais pas moi... Ou que sur WoW. Ouais, non, mais ça, c'est encore autre chose. Non, c'était pour faire un petit parallèle. Mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Si elle est nominée, c'est qu'a priori l'étude, c'est une étude solide, donc tant mieux. Bah, je te laisse la main, du coup. Ok, moi j'aimerais juste... en fait, c'est pas vraiment une parution que je vais faire. Parce que vu qu'on est en plein confinement, je voulais parler d'un truc que j'ai vu passer. C'est sur un site de vente de livres au format numérique qui s'appelle imaginaire.com. Imaginaire avec un E, voilà, imaginaire. Qui propose 10 livres gratos. Et il y a 2-3 bons trucs à l'intérieur. Donc je me suis dit qu'en temps de confinement, concrètement, avoir des bouquins et de la lecture, c'était pas mal. Donc je vais pas vous faire la liste complète, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un super Terry Pratchett, qui est au gay, donc avec un de mes personnages préférés de tout ce qu'il a écrit. Et voilà, tout ça c'est gratos. Donc on peut retrouver ça sur leur page. Et vu que on est dans une période un petit peu particulière où les libraires se battent pour pouvoir continuer à vendre un petit peu leurs bouquins, quoi, en final. Et je voulais pas faire de jaloux. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais revenir sur Imaginaire, parce qu'en plus de ça, ils font une autre opération qui propose des gros bouquins, cette fois par contre, à prix cassé. Et quand je dis des gros bouquins, ça va te parler, il y a du Justine Niogret. Ah, excellent. Ça te parle? Ouais, un petit peu, ouais. Il y a Les Nefs de Pangée de Christian Savassieux que j'avais chroniqué il y a longtemps de ça, qui est vraiment juste formidable. Il y a Je suis ta nuit de Morgane Cosarieux, qui est un roman vampirique vraiment très 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 bien fait, qui date de quelques années maintenant, je crois 3 ou 4 ans. Et donc tout ça, il y a 40 titres, hein, donc je vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de maisons d'édition différentes. Donc un achat à 2-3 euros même, ça permet de pouvoir faire vivre, de continuer de faire vivre pas mal de maisons d'édition sans faire de jaloux. Parce que c'était un peu mon but, c'était de pouvoir englober vraiment plusieurs structures au sein d'un même truc, quoi. Donc voilà, il n'y aura pas de parution vraiment à proprement parler ce mois-ci. Mais voilà, il y a cette opération qui est encore en cours jusqu'à début... Ouais, non, j'ai pas noté la date, mais jusqu'à début décembre, il me semble. Et voilà, et un dernier petit crochet par les éditions du Chat Noir, dont on parle quand même relativement souvent dans nos émissions, et qui propose une promo, pareil, confinement, sur la quasi-intégralité de leur catalogue, pardon. C'est des formats e-pub qui sont à 1,99. Donc concrètement, la quasi-totalité du catalogue, ça fait beaucoup, parce que quand même ils sont pas mal de catégories et de parutions tout au long de l'année, donc je pense que ça vaut aussi le coup d'aller jeter un œil. Ah, en tout cas, il n'y a aucune excuse pour ne pas lire pendant le confinement. Non, ça c'est sûr. Donc à défaut de sortir pour aller acheter ces bouquins, s'il y en a qui sont un petit peu frileux ou réticents à l'idée de mettre le nez dehors, il y a toujours possibilité de lire en numérique, quoi. Et ça, c'est vraiment une super alternative. Ouais, clairement, ouais. Voilà, c'était tout pour moi. Eh ben on a réussi à faire vite pour une fois. Ouais. Incroyable. Incroyable, ouais, comme tu dis. Est-ce qu'on va réussir à faire un épisode sous l'heure? C'est ça la question. Ouais, c'est vrai. C'est possible. Je te propose qu'on enchaîne. Eh ben allez, je t'en prie. Eh ben, une fois n'est pas coutume, je vais vous chroniquer un recueil de Clark Ashton Smith. Encore promis, c'est le dernier avant très longtemps. De toute façon, je crois qu'il n'y en a pas d'autres après. Hein. Il y a d'autres textes. Je pourrais aller chercher du côté des poèmes en prose. Enfin bon, il y a de la matière. Je te fais confiance pour ça, ouais. Non, là, tout simplement, en fait, je suis tombé sur tous les bouquins de l'édition Helios, du coup, format poche, parce que ça a été publié chez Nemos en omnibus, comme on dit. Et du coup, voilà, je me suis tout tapé, parce qu'en général, quand je commence à lire d'un auteur et que ça me plaît, j'en lis un maximum pour me faire une idée un peu globale de son œuvre. Donc là, on va attaquer le dernier tome qui est paru, donc les recueils des différentes nouvelles de Smith. Donc celui-là, c'est Averogne et Autre Monde.
Donc on a condensé en fait tout ce qui se passe, toutes les nouvelles qui se déroulent dans Averogne, et les autres mondes qui sont en fait des... Vous allez voir, il y a Mars et une autre planète où il y a quelques nouvelles, en général c'est 2 ou 3, c'est assez court. Donc voilà, tout simplement, je vais découper la chronique à chaque univers. Donc on commence avec le gros morceau, donc Averogne. Tout se déroule dans une région qui est inspirée de l'Auvergne ou de l'Aveyron, parce que finalement, on dit souvent Auvergne, mais le mot me fait aussi beaucoup penser à l'Aveyron. Aussi, ouais. Donc ça se déroule principalement à différentes périodes du Moyen-Âge, sauf une nouvelle, qui est la première du recueil, c'est ça qui est assez drôle, qui s'appelle La fin de l'histoire, qui se déroule en 1789. Donc on commence par la fin de l'histoire. Mais on n'est pas à une ironie près chez Smith. Donc, non, pas du tout. Donc ça va. On n'est pas perdu. Enfin, en tout cas, si vous avez lu les précédents, on n'est pas perdu du tout. Donc avant de rentrer dans le détail, décrire un petit peu Averogne, en fait, c'est... pour les joueurs de Warhammer, ça ressemble beaucoup à l'Empire. Pour les non-joueurs de Warhammer, il faut imaginer un territoire couvert de forêts, avec quelques bourgades qui subsistent. Il y a une ville cathédrale au centre de cette forêt qui s'appelle Vionne, et il y a aussi quelques monastères et des ruines de châteaux plus ou moins anciens. Il y a des ruines romaines par exemple. Donc on est sur une espèce de région française fantasmée, puisque les noms renvoient pour la plupart à une réalité historique entre guillemets, hein. Quand je dis réalité historique, c'est on essaye de coller à ce qui ressemble au Moyen-Âge. Mais bon, il y a énormément de choses qui diffèrent aussi, hein. C'est pas un livre historique à proprement parler. Puisque de toute façon, qui dit Smith, et cette collection plus particulièrement, on a l'apparition du surnaturel, donc là dans un milieu médiéval, ce qui est plutôt intéressant, puisque tout cet univers du Moyen-Âge occidental est plus souvent le décor de la fantasy que du fantastique. Donc parmi les éléments qu'on a gardés du Moyen-Âge, on a la présence importante de la religion chrétienne, donc, qui est opposée en fait au surnaturel et à la magie. Donc là évidemment dans ce genre de nouvelles fantastiques, ça prend énormément de sens. La religion se trouve assez souvent impuissante face aux créatures étranges et aux événements merveilleux qui se déroulent. Je pense notamment à une créature extraterrestre dans la baie d'Averogne, ou une statue romaine dont j'avais parlé dans ma chronique précédente sur Hyperborée Poséidonis, dans la nouvelle La Vénus exhumée, donc une statue romaine qui va faire tourner un peu la tête des moines d'un certain monastère. On retrouve la punition divine des non-vertueux, comme dans la punition de l'adultère dans la nouvelle Le Satyre. Donc on retrouve des éléments qui sont assez courants dans le travail de Smith. On a aussi ce qui est assez intéressant, ce qu'il faisait déjà un peu avant, qu'il a fait également dans ses autres univers, c'est qu'on va tourner autour des mêmes endroits, et on va les voir de différentes manières, où ils vont être évoqués pour une raison ou une autre, et ensuite on les visitera. Donc je trouve que c'est assez plaisant, on a vraiment l'impression de se balader dans un univers concret. Ouais, ça a l'air sympa ça, c'est des paysans quoi. Ouais, c'est ça, t'as vraiment l'impression des fois d'être au milieu de la forêt, puis quand tu vois les murs de Vionne, tu te dis enfin je suis en sécurité, puis en fait non, c'est rempli de monstres sanguinaires. C'est bon ça. Il y a des moments beaucoup plus calmes et des intrigues un peu plus posées, mais ouais, il y a aussi un côté assez grandiose qu'on retrouve dans d'autres nouvelles. Globalement, tout ça baigne dans une ambiance gothique. Donc on a la forêt omniprésente, Vionne, la ville cathédrale, fait penser un peu à Clermont-Ferrand, et on a tout de suite cette image d'architecture gothique qui nous vient en tête. On a des ruines de châteaux hantés, comme dans Un rendez-vous en Averogne. On a des monstres tels que des lamies et des gargouilles. Donc voilà, on est vraiment dans cette ambiance gothique. Bon, tout n'est pas rose non plus dans ces textes-là. Là, je parle pas de ce qui arrive au personnage, je parle un peu de ce qu'on peut en retirer. Parce que je vais pas revenir sur toutes les qualités de l'écriture de Smith. Là, je vais essayer de faire ressortir quelques points qui m'ont fait tiquer, qui sont pas forcément spécifiques à Averogne, mais qui ressortent encore plus, notamment par rapport aux personnages féminins,
qui sont assez absents en fait du travail de Smith. Donc on pourrait arguer que c'est à cause de l'époque, etc. Bon, ça c'est. Je suis pas en train de faire un procès à Smith, c'est pas la question, mais ça m'a quand même interpellé. Dans Averogne, donc là on a beaucoup plus de personnages féminins, notamment alors des créatures tentatrices comme la Lamia dans la fin de l'histoire, des enchantresses qui vont utiliser la naïveté du personnage principal qui est un homme en général, enfin même à chaque fois, pour arriver à leur fin. En même temps, il faut pas se laisser avoir par n'importe qui, donc c'est un peu leur faute. Mais on a 2 fois cette image qui apparaît, donc dans Saint Azédarak et dans l'Enchantresse de Silaire. Donc quand elles sont pas des créatures tentatrices, ce sont des objets de désir assez passifs. Donc là, il y a un rendez-vous en Averogne, où en gros c'est un troubadour qui tombe amoureux d'une noble, il me semble, et elle aussi, elle est éprise du coup du musicien, et il se retrouve coincé dans un château hanté. On le comprend assez vite, hein, je spoil pas grand chose, c'est une nouvelle qui est pas très intéressante, je trouve, personnellement, et qui est assez cliché, mais peut-être qu'à l'époque c'était moins le cas. Et en gros c'est le troubadour qui va trouver toutes les solutions pour éviter une fin funeste, et du coup l'autre personnage qui est la jeune noble, elle a vraiment aucun autre rôle que d'être secourue là pour le coup. On a un peu le même problème dans le faiseur de gargouilles, où c'est un sculpteur de gargouilles qui vient travailler à Vione, qui revient du coup dans cette ville-là, et il cherche en fait à reconquérir le cœur d'un amour passé, si je me souviens bien, et voilà, c'est sa motivation, et le personnage féminin finalement n'est que cet objectif-là, et n'a pas vraiment plus de consistance. Bon, là c'est un peu moins problématique, puisque le personnage est moins au centre de l'intrigue, donc bon, on est sur quelque chose de plus consensuel, on va dire, mais ça reste que voilà, il n'y a pas de vrai personnage féminin fort chez Smith. Ça doit s'expliquer certainement d'une manière ou d'une autre, mais ça m'a frappé en fait dans le recueil. On a parfois des... D'autant plus que, excuse-moi de te couper, il y a quand même pas mal de... Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de nouvelles là-dedans. Ouais, il y en a, c'est le plus épais des 3 recueils, mais parce que t'as aussi les autres univers qui grossissent le nombre. D'accord, et sur toutes ces nouvelles, rien du tout. Non, mais même dans les... sur fou, Zotique ou Hyperborée, Poséidonis, si tu remontes un peu le fil... Ouais, de ce que j'en ai lu, ouais, c'est vrai que c'est pas... J'avais jamais percuté à ça, mais c'est vrai, ouais. Bah, tu vois, chez Howard et Lovecraft, c'est le cas aussi. Je pense que si t'étends ça à l'ensemble des écrivains américains de ces styles-là à cette époque, je pense qu'il n'y avait pas encore ils se posaient pas ce genre de questions, en fait, tout simplement. Moi, je pense que ça vient de là. C'est dommage, mais... C'est marrant parce que la chronique à venir, pour ma part, en tout cas, c'est justement une héroïne féminine qui est au cœur du bouquin. Et le truc date de 1904, donc c'est vrai que c'est... Va savoir si c'est juste un stéréotype américain ou quoi que ce soit, parce que moi le roman que je vais chroniquer il est français. Et est-ce qu'il y a une grosse différence aussi à ce niveau-là? Je sais pas, mais c'est assez marrant de voir ça. Ouais. Écoute, ce sera peut-être l'occasion d'un épisode plus long, centré sur la question. Ouais. Ah bah la question de la femme dans la littérature, je pense que oui, là il y a de quoi faire 5 ou 6 épisodes, c'est sûr. Ouais, je crois que c'est un travail infini. Bah c'est ce sujet, ouais. Mais ce serait plus intéressant d'avoir des intervenantes dans ces cas-là aussi. Ah bon. Ouais, c'est sûr. Moi, personnellement, j'adore les romans où justement c'est des femmes qui sont au cœur du truc. Je trouve que ça amène vraiment un autre regard, un regard totalement différent de celui des hommes en fait. Et généralement, personnellement, je préfère. Après, pourquoi et le comment. C'est vrai chez Smith, mais et encore chez lui, c'est peut-être moins patent, mais très souvent c'est des personnages assez pas caricaturaux, mais stéréotypés. Et c'est vrai que j'ai du mal à me projeter à leur place, tu vois. Je suis plus spectateur de ce qui se passe que vraiment avec le personnage, puisqu'il me parle pas du tout, quoi. Enfin, ce qui est moins le cas, effectivement, avec beaucoup de personnages féminins. Mais peut-être parce que, comme c'est une altérité plus profonde, t'as peut-être envie d'avoir une empathie encore plus accrue pour pouvoir comprendre, en fait, tout simplement. C'est sûr. Ah oui, c'est fort possible. Enfin bon, ça c'est... on s'est un peu éloigné de la chronique. Ouais, tu vois, on va faire un épisode dans l'épisode, en fait. C'est ça.
Bah, on avait fait vite au début, donc on peut se permettre de digresser un peu. C'est ça. Alors, un autre élément qui sort un peu de l'ordinaire de Smith, enfin un élément plutôt qui sort de l'ordinaire de Smith, mais qui arrivait déjà parfois avant, sont les fins heureuses. Donc c'est vrai que c'est pas courant chez Smith, en général c'est assez doux amer, mais là pour le coup il y en a une qui est vraiment un happy end, comme diraient les anglophones. C'est le Colosse d'Ilourne. Alors je vous donne pas la fin exacte, parce qu'il y a quand même il y a toujours un petit élément voilà, qui rend pas ça complètement non plus, c'est pas la fête non plus, quoi. Et c'est assez intéressant parce que cette nouvelle, c'est un sorcier qui vient en aide à des religieux et qui sauve la situation. D'accord. Donc voilà, est-ce que encore une fois on est sur une critique des institutions religieuses par Smith. Je connaissais pas vraiment sa position vis-à-vis de l'église par exemple aux États-Unis, mais de ce que j'en lis, j'ai l'impression qu'il est quand même assez critique sans être forcément très virulent par ailleurs, mais voilà, il montre plutôt des gens qui sont assez loin des réalités et qui ont du mal à combattre ce qui les sort de leur confort, tout simplement. Donc je vais venir ensuite à un autre univers qui est Mars, donc la planète Mars, qui est composée de 3 nouvelles. Les caveaux de Yuo Vombis, pardon, je parle pas très bien le martien, l'habitant du gouffre et Vulsum, qui sont plutôt bien réussis, moi je trouve. Même très réussi. J'ai un bon souvenir de ces nouvelles-là, alors que ça fait un petit moment que je les ai lues. Donc Smith parle d'une planète ayant accueilli la vie pendant des siècles avant que celle-ci ne dégénère. Assez classique, on va dire, dans les univers de Smith. Là, pour le coup, Averon est plus un ovni par rapport à ces autres univers, puisqu'on n'est pas sur un monde en décrépitude, on est sur un monde un peu sinistre, mais qui est vivant finalement, beaucoup plus vivant que les autres. Alors ça peut faire, cette idée de vie sur Mars peut peut-être faire écho aux connaissances qu'il y avait à l'époque sur la planète rouge, puisque pendant très longtemps on a imaginé qu'il y avait peut-être des formes de vie sur Mars, puisqu'il y avait, on a compris qu'il y avait eu présence d'eau sur la planète, donc qui dit présence d'eau dit probablement présence de vie, même si c'est pas encore vérifié. Donc est-ce qu'il jouait sur ces connaissances-là je sais pas trop, parce que j'ai pas fait de comparatif entre les avancées techniques concrètement, je te rassure, scientifiques. Je crois qu'on n'en connaît pas plus, pas beaucoup plus. Tu vois, sur Mars, ouais, il y a eu potentiellement de l'eau et c'est tout. Bah, peut-être que dans quelques années, on aura des découvertes fantastiques. Exactement, ouais. Et sur la planète Mars, finalement, on visite essentiellement des souterrains. Donc, bon, finalement, est-ce que c'était vraiment indispensable de nous envoyer sur une planète alors que ça aurait pu se dérouler dans n'importe quel univers de Smith, mais voilà, est-ce que c'était la fascination par rapport au cosmos en général qui l'a poussé à écrire sur ces mondes-là, je sais pas trop. L'autre groupement de nouvelles, donc là c'est 2 nouvelles, se passe sur la planète Gizikarth. Donc c'est une planète assez étrange avec une faune et une flore. Enfin non, je crois que c'est plus large qu'une planète Gizikarth, c'est un ensemble de mondes. Ils sont assez étranges avec une végétation mi-animale, mi-végétale. Enfin c'est assez onirique. Voilà. Dangereux quoi. Ouais, c'est. Je dirais c'est la partie de Smith la plus fantasmagorique, si on me permet des gros mots, qui s'exprime dans cette partie-là. Donc on a deux nouvelles qui se répondent. Le Dédale de Maldweb et les femmes fleurs, qui reprennent le personnage de Maldweb, donc on suit ce personnage-là qui correspond à l'archétype que j'avais énoncé dans l'épisode précédent, sur l'archétype de l'archimage, un peu comme l'était Mélégris dans Poseidonis, qui sont des personnages qui ont atteint le summum du pouvoir, et ça finit par les ennuyer, et ils vont essayer de se prouver à eux-mêmes qui sont encore les plus forts, en se mettant dans des situations difficiles pour voir si ils peuvent apprendre de nouvelles choses et combattre le destin, tout simplement, puisque c'est quand même assez récurrent chez Smith. Et ce combat face à la destinée et à la fatalité, plus précisément, qui finit toujours par rattraper les personnages de ces romans, on le retrouve dans une des nouvelles qui est hors cadre, on va dire, qui n'est pas dans un univers précis. C'est une sorte de one-shot, si on veut, qui est la planète défunte,
où on suit en fait le personnage d'un poète qui est dans un monde crépusculaire qui va s'effondrer, une civilisation jadis très avancée et qui va disparaître. Et on a assez souvent ce personnage du poète qui j'imagine en fait est une représentation de Smith dans certains cas. Et on va avoir ce personnage mélangé avec peut-être son personnage féminin le plus intéressant, qui est un extraterrestre, dans le Monstre de la prophétie, où c'est un poète de seconde zone qui se retrouve en fait parmi des extraterrestres, donc j'explique pas comment, hein, histoire de vous laisser quand même lire la nouvelle, et qui va vivre une histoire d'amour avec une extraterrestre, et c'est une nouvelle qui est assez touchante parce qu'elle parle justement de l'altérité, et d'une manière peut-être pas inhabituelle, mais quand même assez peu utilisée. On voit que les deux personnages vont se rapprocher essentiellement par l'esprit finalement, avec la sensibilité de l'artiste, si on veut. Donc c'est pour ça que ça me fait penser un peu à Smith. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Ouais, c'était complet, hein, encore une fois. Puis on sent bien que t'es fan, hein. Ouais, j'essaye de laisser quand même des points d'ombre, histoire qu'il y ait des choses à lire quand même. Ouais, c'est important, ouais. C'est sûr. Donc la prochaine fois, des poésies, alors. Non, la prochaine fois, on parlera d'un truc peut-être un peu moins obscur. J'aimerais bien lire des choses positives. Ouais, j'imagine. C'est vrai que c'est plombé quand même, Smith. Hein. Et de toute façon, tu sais comme moi quel sera le prochain et ce sera plutôt positif. Donc, ouais, c'est vrai. Non. La prochaine chronique, j'ai hâte d'y être en tout cas. Ouais, ça va être intéressant, je pense. En attendant, je vais faire la mienne, hein, parce que bon, on a quand même c'est la prochaine émission, hein. Oui, c'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Notre première chronique en commun en plus. Ça va être cool, ça. Moi, de mon côté, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous parler d'un vieux roman qui s'appelle Soroé, Reine des Atlantes, et qui a été écrit par Charles Laumont et Pierre Barthélemy Guessy, et ça a été écrit en 1904. Donc c'est un roman qui a fait l'objet d'une révision en 1941 par Guessy lui-même. Et sur l'édition que je vais vous présenter, le livre est divisé en plusieurs parties. Donc je vais commencer par la première, qui est une introduction de Thierry Freyss, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est le directeur des éditions Calidor, et qui nous explique comment il s'est procuré l'édition originale du roman. Donc c'est assez amusant parce que c'est quelque chose d'assez romancé en fait, comme une sorte d'introduction au livre. Courte introduction, mais une introduction, et il nous livre quelques secrets concernant les auteurs et le texte qu'on va lire. Et en vérité, ce qui est intéressant de voir dans cette introduction, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la version originale de 1904. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, il y avait une intro de Laumont, si je me trompe pas, d'une 40aine de pages, à peu près, qui a été supprimée par la suite. Et on y apprend que c'est Guessy, en fait, qui a pris les rênes de cette revisite en 1941. Alors, non seulement parce que son comparse est décédé, hein, mais aussi parce que le monsieur est éditeur de base, et donc le point de vue qui donne sur le livre, au final, c'est un point de vue vraiment plus professionnel, donc normalement meilleur. D'ailleurs, c'est aussi parce que lui, il était éditeur et que son comparse écrivait plus que lui et mieux que lui, de ce que j'ai compris dans cette introduction, qu'il a décidé de supprimer toute la première partie du livre qui était la sienne. Donc c'était quand même assez... c'était assez humble quand même de sa part, parce que il disait que l'écriture de son compagnon, en fait, était beaucoup plus contemporaine que la sienne, apparemment. Donc il a décidé de la squeezer. Pour continuer un peu avec l'histoire du livre, et de l'influence qu'il a pu avoir sur le monde de la fantasy, mais avec des gros guillemets, parce qu'à cette époque-là, le terme n'était pas encore créé, hein, pas oublier à quelle époque on était, il faut que je parle de la 4e partie du livre, c'est-à-dire la postface de l'auteur Brian Stableford, et qui s'intitule The Last Day of Atlantis. Ah, tiens. Donc c'est quelque chose de... Encore Ouais, n'est-ce pas? Donc dans cette postface, on y apprend qu'à la base, le roman était initialement sorti en épisodes, dans un magazine qui s'appelait La Nouvelle Revue. C'est sorti en 13 parties, et ce qui est marrant de savoir, c'est que le magazine appartenait aux auteurs du bouquin.
On y apprend aussi que le livre est bien trop méconnu, en tout cas à l'étranger, parce qu'il n'a pas pu vraiment s'exporter comme il faut, faute d'une traduction. Il a eu aucune traduction, en fait, il est resté limite dans les oubliettes pendant longtemps. Et ce qui est soulevé par l'auteur, en fait, c'est que son influence aurait pu être bien plus grande son influence aurait pu être bien plus grande sur les auteurs d'aujourd'hui, pardon. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est vrai qu'on tient là quand même quelque chose de historiquement très fort. Donc je vais pas m'étendre sur tout le contenu de la postface, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est que Stableford parle d'un truc dont je me faisais la réflexion pendant ma lecture. Et il dit simplement que ça pourrait être comparé à un opéra de Wagner. Et moi, personnellement, quand j'étais en train de le lire, j'étais en train de me dire, mais bordel, ce bouquin, c'est une vraie tragédie grecque, parce que ça pète de tous les côtés et tout. Bon, Wagner était allemand, mais il avait quand même un lien particulièrement étroit avec tout ce qui est tragédie grecque. Et Stableford parle notamment de l'anneau du Nibelung, dont il dit que c'est l'archétype ultime. Par le rapprochement qui est, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais qui pour moi est assez évident. J'ai pas lu le livre, mais j'imagine que mon intuition va plutôt dans ce sens-là. Wagner s'intéresse énormément aux épopées germaniques. Donc oui, le mythe de Nibelungen qu'on retrouve sous d'autres formes, par exemple dans les Eddas, que ce soit de Snorri ou poétique, enfin toute cette littérature germanique au sens large. Et la plupart de ces auteurs, des auteurs qui ont été réédités là chez Calidor, de ceux que j'ai lus en tout cas, il y a toujours cette connotation d'épopée plus germanique finalement que de mythes gréco-romains. On est beaucoup plus sur l'écriture d'épopées, un peu comme Tolkien l'a fait aussi, qui s'est inspiré de ceux qui étaient avant lui. Je pense notamment pour Le Serpent d'Ouroboros, l'auteur est un traducteur de la saga de Volsung, je crois. Bon, il a traduit en gros des textes scandinaves, norvégiens ou islandais essentiellement. Donc c'est quelqu'un qui était versé dans ce genre de textes et des récits, ce type. Alors pour le coup, moi j'en ai traduit aussi et j'ai travaillé dessus pendant quelques années, donc il y a vraiment, moi quand je lis ça, je vois les réminiscences de ce type de texte, en fait, le registre, la manière de présenter les personnages, etc. Alors je sais pas si là pour le coup on peut parler exactement de la même chose, puisque je l'ai pas lu, et les auteurs viennent peut-être d'horizons différents, mais j'ai l'impression que c'est plus ça qui a marqué les débuts de la fantasy que les mythes gréco-romains à proprement parler. Peut-être des motifs, mais moins le ton, tu vois, j'ai l'impression. Après, moi ce que j'entends par épopée, c'est quand même une grosse aventure, alors que là, concrètement, je vais le dire dans le résumé, mais on a affaire à des barbares qui quittent une île pour aller, qui quittent leur terre pour aller sur une île, et concrètement l'action va toujours se situer au même endroit. Donc on n'a pas cette notion de voyage, si tu veux. Ah, le voyage est pas du tout obligatoire. Hein. D'accord. Moi dans ma tête c'était vraiment ça. Mais on parle de grands événements en fait, surtout, et d'exaltation. Remarque, je te dis, il y a pas forcément de grands voyages, mais là j'ai pas de contre-exemple. Donc j'ai peut-être dit une connerie. Écoute, là de toute façon, quoi qu'il en soit, on a vraiment affaire à quelque chose qui se passe en Atlantide, hein, du coup. Qui là pour le coup est plutôt grec dans l'esprit. Ouais, voilà, exactement, c'est un peu ça. Donc pour en revenir à ce que je disais, donc par rapport à Wagner et oui, tu parlais d'un peu de mythe gréco-romain et tout ça, je vais y venir. Surtout que pour finir sur la question, il est évident que l'épique des textes grecs, je pense à l'Odyssée ou l'Iliade, a fortement influencé les textes médiévaux qui ont été écrits, que ce soit dans l'Allemagne actuelle, la Scandinavie actuelle. Ouais. Donc de toute façon, c'est jamais complètement faux de parler d'inspiration des textes grecs notamment bien sûr, à ce niveau-là. Mais tu vois, je savais que cette chronique, même ce bouquin pourrait te parler, étant donné que c'était en lien avec ce que tu faisais. Donc je m'attendais à des interventions pertinentes, tu vois. Je t'avoue qu'en écrivant... Je sais pas si c'est pertinent, mais... si, quand même. C'est pas mal, c'est instructif. Merci professeur, encore une fois.
Donc maintenant pour parler du bouquin, et d'ailleurs je parle de l'année du Nibelung, mais c'est 16 heures, hein, si jamais vous voulez vous le cogner, ça a du poil aux pattes hein, quand même, hein. C'est long. C'est un peu long. Un peu. Hein. J'en ai écouté un petit peu, je me suis endormi. Bref. Sinon, il y a le film de Fritz Lang. Ah peut-être. Il fait 16 heures aussi? Non, on est plus autour de 6 ou 7, je crois. Putain, nom de Dieu, c'est une journée de boulot. Bon, pour parler du livre maintenant, enfin de l'histoire, donc elle se place directement dans la catégorie fantasy. On peut même parler de fantasy épique ou de high fantasy, mais à juste titre ou pas, ça, on va voir ensemble. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tout commence avec les fils du Nord qui ont quitté leur terre à bord de leur bateau et qui vont faire route jusqu'à une terre mythique appelée Atlantide. Donc au bord de ce bateau se trouve Argal, un grand gaillard, hein, jeune, fort et surtout très très blond, hein, qui sera un des héros de l'histoire. Et donc après avoir passé du temps en mer, ils arrivent sur l'île recherchée. Donc ils débarquent et cette île est dirigée par une souveraine immortelle, Yera, qui règne plus ou moins despotiquement, hein. Elle nous dit que non, mais moi je pense que oui quand même. Et elle est entourée d'un prêtre rendant gloire à des dieux sanglants, qui vaut finalement pas mieux qu'elle. Hein. Et en opposition à tous ces méchants qui, je précise quand même, sont vraiment très méchants. Hein, parce que concrètement, là on parle de sacrifices façon Maya et de machins comme ça. Donc de l'autre côté se trouve Roslem, le prêtre des dieux lumineux, qui est accompagné de sa fille Soroé. Donc après avoir débarqué sur l'île, Argal, de fil en aiguille, va se retrouver à sauver Soroé d'une mort certaine, et c'est comme ça qu'ils vont faire connaissance, et que l'étincelle de l'amour s'éveillera entre eux, et que, on comprend d'emblée que Argal, il va essayer de compter fleurette à la petite Soroé, et ça va pas traîner. Mais comme dans tout bon roman, à un moment, ça va forcément partir en banane, parce qu'il faut bien avouer que la formule est juste explosive avec ce triangle, je résume, hein, un jeune homme, donc fort et tout machin, qui vient d'ailleurs et qui est sans doute au cœur d'une prophétie, une sorcière avide de pouvoir et une jeune vierge innocente. Je sais pas si vous voyez le truc, concrètement. Moi je mets tout sur la vierge. Ah ouais, il faut. Donc il en faudra pas moins pour embraser l'île dans tous les sens du terme, et de mettre en marche des jeux de pouvoir, des putschs, des manigances, et surtout des guerres, parce qu'au final, on est loin d'avoir affaire à une histoire vraiment stéréotypée de brutasse épaisse qui vient délivrer la jeune fille. Enfin, pas totalement, quoi. Pour en revenir à l'histoire, donc après le sauvetage de Soroé, le peuple de barbares va devoir se libérer, parce que du coup, ils ont été captivés. On leur dit qu'ils peuvent se barrer, mais concrètement, ils peuvent pas trop. Hein. Et donc, suite à ça, ça donne lieu à une scène de bataille proprement épique, le conflit de la journée sanglante, qui porte bien son nom au passage, et qui sera non seulement une lutte pour la liberté, mais aussi une lutte pour le pouvoir. Et c'est comme ça qu'un des principaux thèmes du livre sera amené au final, parce que tout au long du récit, je le répète, c'est vraiment des jeux de prise de pouvoir, de coups bas, et tout ça qui seront présents. Donc suite à ça, Yara va se retrouver en très mauvaise posture, et va tout faire pour éloigner Argal, qui, je le répète, est au cœur d'une prophétie, et elle va même jusqu'à le faire littéralement disparaître une bonne moitié du bouquin. C'est-à-dire que, il est plus là, on sait pas où il est, il se barre. Et donc, ça va laisser à Yara la place pour toutes ces manigances et autres, et on rejoint du coup ce que je disais plus haut, les personnages vont vraiment faire les chaises musicales avec le pouvoir jusqu'à la fin du livre. Donc le schéma est classique, même si classique, je pense que c'est pas le bon mot, parce qu'on est quand même 1904, hein, donc je pense que, voilà, c'est peut-être pas le mot, mais en fait c'est simplement que c'est vraiment une alternance de bataille, de récits, enfin de scènes plutôt calmes, où tout va se mettre en place jusqu'à la prochaine castagne, et ainsi de suite. Donc il y a des nouveaux personnages qui vont faire leur apparition, ainsi que des nouveaux lieux qui sortent d'on ne sait où, en fait, au final. Et c'est ces lieux-là, et ces personnages vont avoir une importance considérable,
comme par exemple la bataille de Lamba, si je prononce correctement, qui est elle aussi fort sympathique, et qui représente vraiment un point fort du livre et de l'aventure, hein. Parce que ça procure limite une petite excitation proche de celle qu'on a dans les batailles de Tolkien en fait. Concrètement, les auteurs nous préparent bien, il y a une petite tension qui monte et tout, c'est quand même assez bien ficelé. Et enfin, dans la toute dernière partie du roman, le héros il va refaire surface, un peu comme une fleur, et il va venir sauver, ou pas, ça je vous laisse la surprise, la jeune fille Soroé, et surtout la question est-ce que les auteurs vont faire sombrer l'Atlantide ou pas? Mais pour ça, je vous laisse le soin de lire le bouquin. Donc quoi qu'il en soit, à la lecture de Soroé, il y a plusieurs choses qui ressortent du bouquin. La première, c'est que c'est loin d'être un texte bête et méchant, comme on dit, c'est pas parce qu'il y a un barbare, une vierge et tout ça, machin, que concrètement, c'est décérébré. Donc les auteurs, ils partagent avec nous des valeurs comme le courage et le sacrifice, par exemple, et qui seront des thèmes récurrents par la suite de ce genre de texte. Et notamment, ici, avec le barbare un peu naïf, face à une civilisation atlante et tout, ça me rappelle un certain Conan, je crois. Ouais, c'est son petit surnom. C'est son petit surnom, c'est son sobriquet. Donc c'est un texte très positif au final, qu'on a devant les yeux, malgré le désespoir qui transpire par moments. Vraiment, on assiste à des scènes qui sont vraiment au plus bas, hein. D'ailleurs, les auteurs arrivent à nous livrer par moments des passages très noirs et pessimistes, en opposition vraiment à d'autres passages qui sont eux vraiment très lumineux, pleins d'espoir et de bravoure. Et c'est marrant parce que cette notion d'opposition, elle est vraiment présente tout au long du livre, que ce soit dans les situations ou dans les personnages. C'est comme une sorte de jeu d'ombre et de lumière auquel les protagonistes se livrent. Et Yera, pour moi, c'en est un exemple vraiment parfait parce qu'elle transpire le calme et la maîtrise d'elle-même, mais en fait, au final, c'est vraiment la plus machiavélique de toutes. L'autre chose intéressante, c'est qu'on a ici quelque chose de très théâtral, surtout dans les décors, qui sont plantés par les auteurs en fait. On en revient à ce qu'on disait par rapport à l'opéra tout à l'heure, on retrouve ce schéma. Le lecteur est vraiment catapulté au milieu des temples à colonnes, des grandes places baignées de soleil, où l'architecture vraiment gréco-romaine, on sent aussi cette influence-là, écrase les personnages qui sont habillés de toges et de simples voiles en fait, hein. Petite mention à Yera, elle envoie du lourd. Du coup, le côté théâtral, tragique est distillé tout au long du livre, et ça donne du coup à Soroé un côté vraiment grisant. Alors pour parler un peu de choses qui m'ont un peu moins plu, je dirais que c'est le côté un peu sorcellerie, magie, qui est beaucoup moins présent dans le texte que ce que je pensais, donc ça c'est un avis vraiment personnel, hein. Ça se résume concrètement à quelques filtres, et encore quand je dis quelques, c'est pour pas dire un, et c'est tout. En fait, c'est pas vraiment de la magie. C'est pas vraiment la magie qu'on s'imagine au final, mais c'est plus des éléments extraordinaires qui viennent parsemer le récit. Et encore, la partie la plus intéressante à ce niveau-là, donc qui contient des éléments extraordinaires, se situe donc dans la 3e partie du livre, qui sont les appendices et qui comprennent entre autres une fin alternative et un chapitre bonus. Et c'est donc dans ce chapitre bonus où on va vraiment avoir notre lot de bizarreries. Pour le coup, voilà. Ces appendices sont un blindés à la gueule de choses qui sortent de la réalité, et c'est vraiment dommage que c'est pas été intégré directement au texte. Donc au final, on peut dire que la partie Sword écrase littéralement la partie sorcerie, parce que c'est vraiment des scènes de bataille qui dominent tout au long du bouquin. Et concernant les appendices, justement, j'avoue que je les ai trouvées vraiment très intéressantes, par contre, dans la mesure où elles nous apprennent pas mal de choses, et notamment sur la partie où le héros disparaît. Donc surtout, il faut la lire. Et je dirais même que limite, il faudrait, moi je l'ai lu plus tard, mais si je peux vous donner un conseil, c'est de lire ce chapitre bonus à la rigueur, calé entre les deux chapitres où il va. C'est indiqué. Si j'avais su, je l'aurais fait. Donc pour conclure, j'aimerais parler vraiment du bouquin en lui-même, enfin de l'objet,
qui est vraiment sublime, et vraiment sublime de la couverture au contenu. Hein. Ça, c'est vrai, quand on le voit déjà, il dégage. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont présentes, et elles sont réalisées, ça on l'avait déjà dit la semaine dernière, par Valérian Rambaud. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi les illustrations qui sont présentes dans la version originale de la publication de la nouvelle revue, et qui sont, elles, de René Lelon, et qui ont pour le coup un côté vraiment super old school et digne des meilleurs pulps, où on peut voir un Argal vraiment bien musculeux et simplement vêtu d'un pagne, et pour le coup, bah là, il fait vraiment prendre sens à l'expression, arriver avec son pagne et son couteau. À moins que ça soit autre chose, mais je sais plus. Et pour finir pour de vrai, cette fois, Soroé, Reine des Atlantes est sorti donc chez les éditions Calidor, dans la collection L'Âge d'or de la Fantaisie. Et pour préciser, c'est une collection qui regroupe, et qui donne une nouvelle jeunesse aux textes fondateurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et qui sont un peu passés aux oubliettes de la fantaisie. Donc il y a de nombreux bouquins aussi beaux que celui-ci qui sont sortis. Et pour le coup, je peux que vous inviter à checker le site et à commander des livres pour continuer d'aider les structures qui vendent de l'imaginaire en fait. C'est super important par les temps qui courent et en plus de ça, ça fait joli dans la bibliothèque. Ça vaut pas le C'est vrai que les bouquins ils claquent bien. Ouais. Ah ouais. Enfin, tu veux même pas savoir de quoi ça parle, tu veux juste hop, tu prends le livre, tu le lis. Un peu comme pour un. Tu sais, dans le heavy metal, des fois la pochette, les pochettes suffit de dire vas-y. Oh ouais. Clairement, ouais, c'est un peu ça. Ça, ce sera bien. Bon, des fois t'es déçu quand même. Hein. C'est ça. Non, mais là par contre, c'est vraiment. Là déjà, on n'est pas déçu. Même si, l'écriture concrètement, faut arriver à se mettre dedans, hein, parce que on est en 1904. Et c'est différent. Je dirais pas que je trouve ça péjoratif de dire ouais c'est vieillot, parce que non, c'est différent. Mais une fois qu'on a pris vraiment le texte en main, si je puis dire, concrètement, après ça se déroule tout seul. Hein, c'est vraiment bien foutu. Et puis je pense surtout que c'est un texte qui est important parce que déjà d'une part c'est un texte français et de deux parce que ça plante quand même certaines bases de la fantaisie. Encore une fois, même si le terme à cette époque-là, il était pas, c'est un terme qui est né vraiment limite pour la vente, quoi. Bah, de toute façon, tu crées pas un courant dans notre société capitaliste pour faire joli, hein, c'est pour pouvoir le marketer derrière. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, c'est pas la question, mais. Donc voilà. Pour Soroé, Reine des Atlantes. Ok, bah je pense que de toute façon, ce sera pas la seule chronique qu'on fera pour des livres qui sortent sur dans cette maison d'édition. Ouais, je pense aussi, ouais. Moi, j'en ai quelques-uns en vue. D'accord, très bien. Je suis au milieu d'un, mais je sais pas si je vais réussir à le finir, je crois que j'en ai déjà parlé. Oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé, ouais. Je trouverais peut-être une version française. Ouais. Ça doit Parce être que là, ouais, l'anglais, il est chaud, quoi. Bah, il est vieillot. Ouais. Je t'ai dit, c'est péjoratif. Sinon, faut que je me remette un peu à la traduction, quoi. Voilà. Faut choisir, mais ça demande du temps. Ouais, j'imagine, ouais. Bon, bah pour une fois, j'ai rien à dire derrière, tu vois. Je te pose pas de questions à la con. Non, c'est vrai. Et merci, d'ailleurs. Bon, sinon, vous pouvez nous retrouver un peu de partout, c'est-à-dire iTunes, Facebook, YouTube, Podcast Addict, Deezer, Spotify, tout ça. N'hésitez pas à participer à la vie de la page Facebook, c'est super important déjà pour nous, et puis ça nous permet d'échanger aussi. Ouais, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont laissé un petit commentaire là ce week-end. Ouais. Ça s'est un peu réveillé. C'est sympa. C'est super. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines hein, pour une chronique à 4 mains. C'est ça. Alors, on vous donne pas le nom du livre quand même. Hein. Non. Mais bon. Sinon... ça sera la grosse surprise. C'est ça. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines.